Et finalement, pour une consigne, je suis passé par différents modes de vision. C'est con ce que je suis en train de te dire, mais aujourd'hui, pour moi, énormément de coachs euh, parlent dans le vide. Et finalement, moins t'en dis, mieux c'est. En plus, j'ai toujours cette volonté de... soit je suis investi à 270%, et me demande pas pourquoi 270, mais t'as compris l'idée, quoi. J'avais une quinzaine d'années et j'adorais jouer à Counter-Strike, les premiers, tu vois, le 1.4, 1.6, s'il y a des vieux qui regardent ce podcast. Donc du coup, on va découvrir qui est Paul derrière Polo, Mhm. alias Fury. C'est quoi le petit tableau un petit peu de toi Wow. petit Écoute, on va commencer par la base. Je suis né à Niort, donc dans le 79, dans l'ouest de la France, de deux parents qui se sont séparés lorsque j'avais 10 ans. Mais non, j'ai pas eu une jeunesse fun, ni reluisante, ni agréable, qui a fait que je pourrais avoir des souvenirs inoubliables qui pourraient être transcrits, tu vois, sous forme assez héroïque, finalement, tu vois, du truc. Y a rien de, Enfin, y a non, rien de le reluisant. but est vraiment, tu vois, enfin, justement, parce que c'est contrer un peu cette idée des films, tu vois, genre d'être toujours héroïque, d'être toujours le rôle parfait. Hmm. Mais la vie, elle n'est pas Non, parfaite. bien sûr, Donc, pas du tout. du coup, c'est super intéressant parce qu'en fait, c'est comme si, parce que le déclic, il s'est fait qu'est-ce qui a fait que, du coup, tu es passé de cette jeunesse où tu testais tout, même limite, j'ai l'impression que tu cherchais à aller au fond, Hmm. un Ah oui, peu, oui, complètement. pour toucher le fond, pour Hmm. remonter. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose qui a fait que... Non, il n'y a pas eu spécialement de déclic. Après, c'est vrai que si je pourrais citer un moment qui pour moi, m'a mis une énorme claque. En fait, je faisais des études de droit à La Rochelle et j'avais rencontré un type avec lequel je discutais régulièrement, mais tu sais que je voyais en TD, quoi, finalement. Et ce mec s'appelait Martial à l'époque. Et en fait, ce gars, je le croise à un moment donné chez un tatoueur. J'avais pour projet, du coup, de faire mon premier tatouage. Donc j'avais, je sais plus, quelque chose comme 20 ans, un truc comme ça, ouais. Et je me retrouve dans un vieux salon de tatouage avec vraiment le mec plein de coke, tu vois, le stéréotype de l'ancien tatoueur, tu vois, où les machines sont très bruyantes, l'hygiène c'est bof, machin, mais ça fait partie du charme, moi c'est ce que j'adore, tu vois. C'est vraiment ce qui fait que aujourd'hui j'adore le tatou et ce monde-là, au-delà de l'aspect plein de coke et tout, c'est vraiment l'ambiance de ouais, vas-y, tu te fais tatouer dans un endroit un peu sombre, c'est un peu une expérience en fait, au-delà du tatou. Et donc je croise ce mec et donc on te demande des nouvelles un peu usuelles, chacun l'un à l'autre en fait. Et il me dit bah écoute, moi je suis parti à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et je pars là dans 2 mois, j'ai passé les tests physiques et tout le préalable, et ce qui m'emmène à aujourd'hui aller en caserne et partir en formation d'ici 2 mois. Et là j'ai pris une grande clacasse en mode, tu sais, tout, tout le corps qui se réveille, tu vois. Qui se dit, qu'est-ce qu'on Qui se fait, dit quoi? ouais putain mais c'est une putain de bonne idée ce qu'il vient de me lancer là. Ouais, ça me ferait kiffer, ça me ferait vraiment kiffer d'être dans ce rôle-là, d'être dans ce monde-là, et puis d'aller chercher ces ressources-là, alors que même tu vois, c'était une année où en fait je branlais pas grand-chose, je gagnais ma vie en jouant au poker sur internet. Donc vraiment, tu vois, je tapais des tournois mais toutes les nuits juste pour avoir de quoi suffisamment bouffer. Alors je suis allé dans le très bas comme dans le très haut, mais c'était ma seule vraie source de revenus à l'époque, tu vois, sur cette année-là qui était difficile. Et donc voilà, du coup, je me suis retrouvé face à ce gars-là qui me sort ça du néant, et il y a tout mon corps qui me dit vas-y, feu quoi. Et j'ai dit bah vas-y, je vais faire mon CV, je vais faire ma lettre de motivation et je vais me pointer à la caserne de Rochefort. Et le lendemain, du coup, je me suis pointé à la caserne, j'ai demandé à voir le commandant, j'ai déposé mon CV et ma lettre de motivation, et je sais pas, j'ai pas trop notion de temps, je pense que ça devait être 3 semaines ou un mois derrière. J'ai été recontacté pour passer les tests d'entrée, donc tu as test physique, psychomoteur, tests médicaux, etc. Et c'est tout un processus finalement qui se met en place. Et à partir du moment où j'ai eu tout ça, j'ai dit vas-y, stop, on arrête les conneries, c'est parti. Et vraiment le coup de grâce, ça a été les premiers tests physiques, où à l'époque, tu vois, je faisais quasiment 60-61 kilos peut-être, donc Ah j'étais oui, vraiment une très sauterelle. fin, ouais. Ouais, ouais, j'étais vraiment une sauterelle. Euh, et donc, je me suis retrouvé à passer les tests physiques et à prendre une branlée monumentale par des mecs qui avaient 20-25 ans de plus que moi, des mecs qui étaient sergents, sergents-chefs. Et c'était des gars
ultra gainé, ultra solide, ultra motivant et inspirant, tu vois. Ouais. Et je me retrouve face à ces gars qui me mettent des branlées en traction, des branlées en pompe, des branlées partout, Et en toi, tu fait. avais jamais rien fait? Et bah, c'est pas que j'avais Si? jamais rien fait, si, j'avais toujours eu un passé sportif OK, assez conséquent, mais qui était pas du tout dans des domaines dits musculaires, tu vois? OK. Et donc j'étais aux fraises, mais de ouf. Et je me suis retrouvé, ouais, à prendre une sacrée claquasse et du moment où, en fait, j'ai été accepté, donc recruté finalement, que j'ai perçu mon premier pactage. Bon, ben, j'étais pas formé, rien du tout, mais du coup, j'ai décidé de me servir de la caserne comme, du lieu de sport et donc je venais tous les jours, mais vraiment OK. tous les jours faire du sport. Je faisais n'importe quoi, mais vraiment, c'était le chaos. Il y avait aucune structure dans mon entraînement, il y avait aucune propreté même dans ce que je Ouais, faisais, c'était tu juste, vois? on y va, on essaye Ouais, beh, je te et parle de ça, c'était il y a 16 ans, donc c'était pas avant-hier, on n'a pas les mêmes connaissances qu'aujourd'hui, tu vois? aussi, c'est vrai. Le sport a toujours fait partie de ta vie, du coup, tu en as parlé un petit peu, tu as dit que oui, je faisais des trucs, mais Mmh. du coup, le sport dans ta vie, il représente quelle proportion? Bah, maintenant que j'ai avancé dans l'âge, une très grande proportion, mais mon père a toujours mis un point d'honneur sur le fait que je devais faire du sport OK. et donc quoi qu'il arrive, très jeune, en fait, j'ai essayé de nombreuses activités finalement avant de trouver, quelque chose qui me faisait kiffer dans le hand. Donc j'ai OK. fait, 12 ans de hand, un truc comme ça, En 12-13 compète ans, un ou truc des comme choses comme ça. ça? Ouais, 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 je suis allé pseudo assez haut finalement parce que, bah, tu vois, je me suis retrouvé à faire les championnats du monde, au Québec OK. avec mon équipe de Stylé. Niort, machin, ça a donné lieu à un putain de voyage avec toute l'équipe, avec tout le staff et tout. C'était génial. Bon, on a pris une branlée d'enfer là-bas parce qu'on n'avait pas du tout le même physique qu'eux, quoi. C'était très impressionnant la disparité qu'il y avait entre eux et nous, que ce soit pas en termes de niveau de jeu, mais du coup en niveau physique, quoi. Les mecs, ils OK. mettaient, 2 têtes, et puis, quasiment 15 kilos, tu vois, à chacun. Ouais, c'est pas les mêmes C'était profils. assez énorme, ouais, c'était monstrueux, quoi. Bah, tu voyais que eux, le sport était beaucoup plus inclus dans leur vie, tu vois, beaucoup plus accessible, les structures, elles sont beaucoup plus développées, tu vois, Ouais. sur le continent américain, quand tu vois les structures en université et cetera, Ouais, bon, mais ça a rien à voir. c'est principalement le hand et après c'est quand, tu as fait tes débuts chez les pompiers que tu t'es dit: «OK, Ouais, faut que je muscle mon corps exactement. que» bah, parce que tout ce que tu vas faire chez les pompiers demande une certaine force ou une certaine Mmh. endurance ou des choses comme ça et du coup tu t'es dit: «Faut que je fasse quelque chose, quoi». Ouais, 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 bah, en fait, si tu veux, dans n'importe quel domaine, peu importe dans quoi je me suis lancé, j'ai toujours été très nul à la base. Tu vois? C'est vrai que si je regarde un peu dans le rétro, j'ai cette impression que, peu importe le monde dans lequel j'allais aller, dans lequel j'allais m'investir, eh bien, je partais de zéro ou de, OK. -10, tu vois? Et en l'occurrence, chez les pompiers, beh, j'avais pas du tout le profil. J'avais rien du tout, dans les billes, tu vois? J'avais jamais fait les JSP, les jeunes sapeurs-pompiers, Mmh. j'avais jamais, imaginé monter dans un camion rouge, je m'étais jamais intéressé aux domaines que eux, enfin, sur lesquels eux allaient. Donc finalement, je me retrouvais face à quelque chose qui était complètement inconnu et pour lequel j'étais encore plus pas taillé du tout, tu Oui. vois? Et bon, ben, voilà, il y a tout à faire. En plus, j'ai toujours cette volonté de, soit je suis investi à 270 et me demande pas pourquoi 270, mais tu compris l'idée, quoi. Soit je suis investi, de manière outrancière et je veux, faire partie du top. Mmh. Voilà, je veux pas être dans la moyenne, je veux pas être dans le lambda. J'ai toujours été, dans mes jeunes années, dans la moyenne. Après, nous, dans notre monde d'entrepreneurs, c'est Non, vrai que c'est plus moi, du je tout baigne comme pas du ça. tout là-dedans, ouais, c'est pas du tout comme ça, mais puis ça fait longtemps que j'ai quitté le salariat, finalement. Mais c'est vrai, ouais, j'ai toujours fait partie de ces gens qui étaient lambda dans le scolaire et lambda vis-à-vis des yeux de son père ou de sa mère, tu vois? Et du coup, dans tous les domaines que j'ai entrepris personnellement, j'ai toujours voulu faire partie, par contre, de l'excellence, taper dans le haut du panier, quoi. Vraiment, vraiment, dès lors que j'avais mis l'uniforme, je voulais pas du tout être une chèvre, je voulais pas du tout être autre chose que le mec qui sait exactement quoi faire, qui s'entraîne pour savoir quoi faire et puis qui maintient constamment un niveau d'entraînement, que ce OK. soit physique, postural, parce que en manœuvre, on doit connaître beaucoup de choses. Et il y avait pas de place à l'approximation, tu vois. C'est vrai que Mmh. j'ai été pris en charge par des pomplards qui m'ont plutôt dressé que éduqué, tu vois. Vraiment, si je peux en citer deux, David Lezo et Laurent Dupont, si tu mets ça dans l'interview, c'est pour moi deux patrons OK. de chez les pompiers, deux mecs extrêmement inspirants et extrêmement techniques. Et j'ai été mis dans le bain direct avec eux, quoi. Et du coup, j'ai ce côté-là où, même dans mon coaching ou dans mon côté professionnel, où je vais pas du tout prendre de pincettes,
même si je le travaille de ouf, hein, vraiment, tout ce que vous voyez, c'est le fruit d'années et d'années Ah, où tu je me m'étonnes. suis remis en question et je me remettrai en question de manière perpétuelle parce que c'est vrai que le côté schizophrène chez moi de ce que moi je m'applique, comment moi je me parle à moi-même intrinsèquement, tu sais, et comment je me mets Mmh. face à mes responsabilités et mes réalités, je pourrais pas dire le quart des mots à un client ou à quelqu'un qui est en face de moi, sinon Ouais. le pauvre, vraiment je le plains et du coup ça me demande énormément d'efforts aujourd'hui de faire ce pas en direction de la positivité, de la mise en valeur de l'effort déjà qui a été créé, d'être là, de faire, d'essayer et d'encourager le fait de vas-y, viens, on va se relever tous les deux et je vais t'accompagner pour encore une fois t'aider malgré le fait que tu tombes. Parce que c'est sûr que parce qu'en fait, cette exigence que tu t'appliques à toi-même, peu importe où elle va, tu peux pas la dire aux autres, en fait. Non, C'est-à-dire c'est que tu pas peux pas possible. leur parler Non, comme toi tu te parles, tu vois? non, pas du tout. Et voire pire, faut même comprendre que des fois, comment tu ne dirais jamais ces mots-là à quelqu'un, donc est-ce que c'est intéressant de te les dire à toi, ces mots? Oui, parce que Ça moi, dépend dans quelle mesure, tu je vois? connais, si tu veux, qu'est-ce qui va être moteur chez moi. Tu sais, avec les différentes personnalités qui sont face à nous, qu'on croise, on a différents boutons sur lesquels on appuie. Donc ça va être des sentiments, on va appuyer sur l'orgueil, on va Mmh. taper sur, je sais pas moi, l'ego, on va taper sur la motivation, on va taper sur la discipline, on va taper sur différents aspects Mmh. finalement, et on va appuyer sur des boutons et on va voir la réaction. Donc, je sais pas, tu vois, quelqu'un qui loupe quelque chose ou qui n'arrive pas à quelque chose, je vais d'abord tester l'orgueil, tu vois. Après, je vais taper dans pas l'ignorance, tu vois. Je OK. vais te laisser dans ton coin, tu te démerdes. Après, je vais tester le motivant, le motivateur de c'est super ce que tu as fait, on peut faire encore mieux. Et attends, on va faire ça comme OK. ça. Et en fait, je vois ce qui fonctionne le mieux sur la personnalité que j'ai en face de moi pour que ça l'emmène vers des progrès. Et c'est pour ça que des fois, ça laisse place à beaucoup de loupés. Parce que ben, finalement, ouais, le bouton sur lequel j'ai appuyé là, j'y ai appuyé un peu très fort. Et du coup, la personne, Elle est bloquée. ouais, elle l'a pris plein front. Heu, Et moi, j'ai pas pensé au fait que cet impact allait être bien plus conséquent oui. que celui que je pensais avoir. Et donc, c'est vrai que là, j'ai un travail à faire de dire appuie moins fort sur le bouton. Et ça se trouve, ça portera ses fruits de la même manière. Et t'as pas besoin d'être violent en tapant dans l'orgueil, dans les Mmh. propos ou dans le fait de vouloir faire réagir, tu vois. Il y a peut-être moyen de mettre un petit peu de mesure là-dedans pour que Ouais. ce soit moins extrême et que ça porte quand même ses fruits, quoi. Oui, et puis en fait, en fonction de la personne, tu vas aller plus ou moins loin, Mm. quand tu auras compris comment elle fonctionne à peu Ouais. près, quoi. Parce que après, une fois que tu as trouvé les boutons qui fonctionnent, parce qu'ils sont quasiment toujours les mêmes, Oui. tu vas pouvoir communiquer correctement avec la personne et pouvoir extraire de cette communication et de ton effort à toi de communicant le meilleur pour elle. Mmh. Voilà. Et pour autant, parfois, le meilleur pour la personne qui est en face de toi, c'est pas de le caresser dans le sens du poil. Ça va être pourquoi pas de mettre cette petite claque verbale ou Mmh. de situation qui va le faire redescendre ou qui va lui dire ok, c'est pas la bonne méthode, il faut que j'accepte, il faut que j'entende ce qui vient de m'être dit ou mis face à mes yeux et il faut que je réagisse en conséquence. Et c'est ça que finalement on essaye de faire en permanence avec les gens pour qu'on Oui. puisse extraire le meilleur dans l'objectif qu'ils ont ou dans la discipline qu'ils veulent parfaire ou quoi que ce soit. Pourquoi avoir choisi le coaching et pourquoi avoir opté ensuite pour du coaching en ligne? Développer un peu des formations en ligne ou des choses comme ça que tu as fait en complément? Waouh! Déjà, moi, le coaching, ça a été, un grand hasard, en fait. Ça a été un grand hasard, une période de ma vie où j'allais vraiment pas bien du tout, je voulais bouger et cetera. Il y a quelqu'un qui m'a proposé de venir en Corse à l'époque pour, bosser dans une salle de CrossFit qui était naissante et qui m'a un peu laissé le bébé et qui a été finalement, les 3 premiers mois en Corse ont été très, très difficiles pour moi, où j'ai pleuré beaucoup. Parce que j'étais pas coach, parce que je venais de tout quitter. J'avais mes parents que j'avais quittés en pleurs parce que j'étais parti avec la bagnole, le chien, la carte bleue et ma grande gueule, tu vois. Et rien dans la poche, quoi. Finalement, tu vois, j'avais tout vendu, j'avais laissé ma vie, en fait. OK. Et donc, je suis parti du jour au lendemain, réellement, hein. J'ai pris la décision en octobre et je suis parti en janvier, tout début janvier, tu vois.
Et j'ai débarqué dans un environnement où, bah, CrossFit, c'était vraiment la genèse, c'était en plus mal fait de base. Réellement, la boxe avait rien à voir avec une boxe comme tu peux les connaître aujourd'hui. C'était un étage, il y avait quelqu'un en dessous, une autre entreprise, du coup tu pouvais pas faire d'haltéro. C'était dans une salle de boxe taille. Ça avait son charme, hein, c'était vraiment extraordinaire comme rencontre que j'ai fait là-bas. Mais c'est vrai, je m'attendais pas du tout à un environnement comme ça. Et en plus, bah, j'y suis parti avec rien, quoi. Il a fallu que je passe les diplômes, il a fallu que je parte de zéro. Voilà, OK. avec un projet qui ne fonctionnait pas de base, qui était déficitaire. Et bah, voilà, il y avait tout à faire, il fallait se démerder. Et en plus, le gars qui m'avait fait venir bah, se barrait de cette fameuse salle. Donc il m'a laissé le bébé, quoi. Vraiment, j'étais là, ah Tu ouais, dit: «Tiens les clés». ah ouais, chaud, tu vois. Et voilà, j'avais aucune légitimité dans le niveau sportif que j'allais avoir, dans le coaching encore moins. Et là, j'ai dit: «Bon, ben, feu, quoi». Tu vois, encore une fois, on part, Mmh. de zéro voire de -10 et d'un Mmh. environnement défavorable, heu bah, il y a tout à faire. Et à partir de ce moment-là, bah, c'était parti. Et c'est vrai que ça a été une sacrée mission, ça a été vraiment compliqué, mais on a fait 10 millions d'erreurs. Tu tout bah, au moins tu as tout testé, hein. Ouais, 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 clairement. Et puis je me suis vraiment mis en mode, je veux encore une fois, je veux faire partie de ces gens qui coachent bien, quoi. Qui considèrent même eux-mêmes Mmh. qu'ils coachent bien ce domaine-là, tu vois? Et qui, quoi qu'il arrive, auront toujours quelque chose à parfaire, à mieux faire, à à vouloir aller chercher la pointe du truc, tu vois? OK. À aller beaucoup plus loin que d'être dans le lambda, d'être dans le: «Je lance un timer et puis j'explique un tableau», non, non, je veux vraiment que, la presta qui est donnée face à la personne qui la reçoit, bah, cette personne se dise: «C'est quoi cet extraterrestre? Genre, à quoi j'ai assisté là?» Tu vois? Que je crée un souvenir chez cette personne, tu vois? Peu importe que j'en ai 12 ou que Mmh. j'en ai 2 face à moi, je veux créer un souvenir chez ces gens-là, que ce soit de par ma posture, comment je me comporte, ce que j'emploie comme mot, ou alors ce que je mets à disposition pour eux, ou ce que je débloque chez eux, ou ce que même je débloque pas chez eux, tu Mmh. vois? Ou les erreurs que je fais. Bah, voilà, créer ce fameux souvenir pour marquer les esprits et être au-dessus, quoi. Voilà, vraiment être au-dessus grâce à cette création de souvenirs. Et le coaching, finalement, pour revenir à ta question initiale, a été un chamboulement et une mise en place d'une avalanche pour moi. Réellement, je pourrais le définir comme ça, c'est une réelle avalanche. Parce que j'ai été pris dans une volonté d'aller chercher l'excellence dans la prise en charge des clients et une connaissance toujours plus développée de terrain sur ce que je dois faire et de comment je dois l'emmener à différents types de clients. Que ben, je me suis mis en mode: «Il faut que je sache tout et il faut que j'ai tout anticipé pour faire partie de cette gamme au-dessus». Voilà. Et c'est ce que je fais finalement tous les jours, même aujourd'hui, et que je ferai, et que tant que je garderai cette volonté-là, ça veut dire que je serai dans le bon monde, tu vois? Et donc pour toi, le coaching, tu m'as parlé que c'était avant tout donc être un peu le chef d'orchestre, que en fait, tes cours, c'était comme une partition de musique, en fait. Mmh. Et que, beh, chaque personne est à tel endroit. Tu avais même abordé le fait que ça m'avait je m'étais dit: «Ah ouais», que, le bruit d'une barre, tu pouvais presque savoir si le mouvement avait été Mmh. mauvais ou bon. Qu'est-ce qui a fait que tu as poussé jusqu'à ce détail et comment tu l'as construit tout ça? Bah, c'est toujours la même chose, c'est la théorie des 10 000 heures, tu vois? Mmh. C'est vrai que j'ai passé tellement de temps à moi-même me filmer, moi-même décortiquer, moi-même analyser chaque mouvement. Par exemple, tu parles de la barre d'haltéro, je crois que c'est ma meilleure amie, la barre d'haltéro, sur les 15 années qui viennent de s'écouler. J'ai jamais autant passé de temps qu'avec une barre d'haltéro, quoi. Vraiment, c'est un truc qui m'a passionné, quoi. L'art de ce mouvement, de cette fluidité, de cet automatisme, c'était pour moi extrêmement impressionnant de voir des haltéros. Et c'est pas les plus lourds qui m'impressionnent. Très clairement, les espèces de gros saucissons qui font 160 kilos de poids de corps et qui tirent des 200-230 kilos, je trouve ça évidemment très impressionnant pour le poids qu'il y a sur la Mmh. barre. Mais finalement, le ratio, c'est pas si ouf que ça. Et pourtant, ça reste surhumain, attention, hein, Ouais. tu vois. Mais voilà, pour moi, voir des haltérophiles bouger avec cette charge-là, et c'est fluide, tu vois, c'est presque, ce mouvement perpétuel. Genre, je sais pas comment l'exprimer, tu vois, Mais tu mais as je déjà trouve fait de ça la magnifique, tu danse? vois.
Tu as Non, fait de mais la danse j'aime parce que beaucoup. tu associes beaucoup les choses à Ouais, la de ouf, musique? exactement. Ouais, ouais. Ouais, pour moi, tout a une musique. Ouais, OK. réellement, tout a une musique. Et, et finalement, ouais, je trouvais ça très impressionnant. Et au moment où j'ai commencé l'haltéro, je me suis dit, bah, je veux maîtriser. Je veux maîtriser cette discipline. Je veux savoir la maîtriser pour moi-même. Et donc, ça va me demander un gros travail, hein, tu vois, de mobilité. Je fais 1,85 m, Mmh. 83, pardon. J'ai jamais travaillé ma mobilité avant de faire du sport, tout ce que tu veux. Et j'ai pas du tout la morpho qui fait que je vais être bon en haltéro. D'ailleurs, je l'ai jamais OK. été vraiment, tu vois. Aujourd'hui, avec les perfs que j'ai eus, j'ai pas été bon en haltérophilie. J'ai pas un ratio de fou, j'ai pas des perfs de fou et ça a jamais été mon objectif parce que, par contre, j'ai toujours voulu être bon en haltéro. Mmh. Tu vois, OK. que le mouvement, la démonstration que j'en fais soit inspirante pour la personne qui va regarder. Je me suis toujours mis à la place de la personne qui est en face de moi va découvrir la discipline grâce à l'image que je vais envoyer. Et OK. du coup, je veux que cette image corresponde à l'image que moi, j'en ai eue à l'époque en regardant des grands champions pratiquer l'haltérophilie, que j'ai analysé image par image pour me dire, putain, il est placé comme ça, comme ça, comme ça, tu vois. Mmh. Et ben en fait, je veux que cette personne-là ait la même image que moi j'ai eue pour ne pas qu'elle ait une sale image de cette discipline qui est magnifique. Et donc voilà, après oui, pour le bruit, comme je te dis, tout a une musique pour moi. Ouais. Et c'est pas genre le mouvement est bon ou le mouvement est mauvais, mais c'est plutôt, je vais réussir à comprendre quelle explosivité la personne a mise, euh, comment elle a verrouillé un petit peu ses bras, est-ce qu'elle était stable, pas stable, comment elle l'a OK. droppé, tu vois, ça va me déterminer à quelle hauteur elle est tombée un petit peu, tu vois, est-ce qu'elle est tombée d'au-dessus de la tête et qu'il était debout, est-ce qu'il l'a fait tomber alors qu'il était en squat et du coup elle fait un autre bruit, etc. etc. Et donc ça c'est plus OK. un Ouais, jeu, tu vois, que je me ouais, suis ouais. amusé à faire, mais c'est vrai que ouais, ça a été j'ai mis une musicalité sur un petit peu tout, ouais. On dit souvent que j'ai les yeux dans le dos. Beaucoup de gens disent ça. Ah merde, il m'a vu, c'est très souvent. Et c'est vrai que ouais, je suis un peu cet électron dans une salle où je fais énormément de kilomètres sur une journée. À l'époque, dans mon ancienne salle, je comptais les kilomètres que je faisais 8 kilomètres en moyenne par jour dans ma salle, Ah oui. sur l'intégralité d'une prestation, tu vois. Je veux pas que dans mon schéma de déplacement, il y ait 10 minutes au même endroit. Parce que pour moi, 10 minutes au même endroit, ça veut dire qu'à cet endroit-là, opposé, j'ai pas vu. Mmh. J'étais pas là, j'étais pas présent, j'avais pas l'œil, tu vois. Moi, ça me permet de voir si sur cette composante-là, il y a une erreur ou quelque chose à parfaire. Et c'est ça, en fait. Mmh. Pour réussir à extraire quelle consigne donner pour réussir à faire passer ton mot ou corriger quelqu'un, il faut d'abord que tu aies la vision d'ensemble, le global, qui va te donner un sentiment. Ouais. Et de ce sentiment va découler des focus sur lesquels tu vas mettre ton œil. Et ensuite, tu vas essayer de procéder par élimination. Les pieds, ça va. Ouais, c'est bon. Les genoux, non, c'est pas ça la cause. Ah, les hanches, ah, c'est ça, ah, c'est peut-être ça la cause. Ouais, mais je vais quand même regarder les épaules d'abord. Ah, ouais, non, non. Ah bon, bon, c'est les hanches. Ok, du coup, ma consigne, ça va être, regarde, propulse un petit peu tes fesses en arrière, comme si tu voulais toucher quelque chose ou fermer la porte de la bagnole avec ton Mmh. cul alors que tu as les mains pleines d'articles. Ouais. Et ben voilà, pousse tes hanches en arrière, tu vois. Et bam, c'est le bon truc. Ok, feu. OK. Tu vois. Et finalement, ben, pour une consigne, je suis passé par différents modes de vision. J'ai en quelques instants essayé de regarder à différents endroits pour essayer de déterminer quelle était l'erreur principale pour essayer de donner la bonne thérapie à la bonne cause. Tu vois, c'est comme Mmh. si tu donnais le bon médicament à la bonne maladie. C'est con ce que je suis en train de te dire, mais aujourd'hui, pour moi, énormément de coachs euh, parlent dans le vide parce qu'ils n'arrivent pas à sélectionner la bonne information qui va être le game changer pour la personne. Mmh. Tu vois. Et on sait que le coach en face, il a de la connaissance et qu'il sait plein de choses, tu vois. Et il va parler de plein de détails, etc. Et finalement, moins t'en dis, mieux c'est. C'est de dire, voilà, sélectionnons l'information qu'on donne dans nos cours pour être le plus impactant possible, pour en dire le moins possible et que du coup, même sur nous, ça ait un effet extrêmement positif de charge mentale. Parce que Oui. c'est vrai que quand tu tapes 4 à 5 heures de coaching ou 6 heures de coaching dans ta journée où tu répètes de surcroît la même chose, si en plus tu répètes 97% Mmh.
de, Ouais. de ton temps la même chose et que ces 97% Ouais, là, tu même les toi, sors de ta tu bouche, tu les dégages, ils ne ouais. servent à rien du tout, ben en fait, tu as parlé pour rien et tu as dépensé une énergie folle. Ouais, pour les autres, pour toi, enfin, c'est bon pour personne. Exactement. Et donc voilà, c'est là-dessus que je milite, tu vois? C'est Mmh. là-dessus que je milite et donc c'est tout ce que j'essaye de théoriser maintenant et de distiller à d'autres personnes par l'intermédiaire de la formation que je sors là, qui commence dans 3 jours. Tu prêt? Non. Non. Non, 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 On franchement, n'est c'est jamais prêt. non. Et puis, bah, c'est toujours ça, tu sais, tu fais un premier jet et puis après tu te dis, «Ah mais ça, c'est nul. Ah mais ça, non, ça, c'est de la merde». Et puis tu te parles mal en plus, tu vois? Moi, je me parle super mal et voilà, toujours, avec cette fameuse obsession du ratio, de à quel Mmh. point je vais être inspirant pour les mecs, qui m'ont payé pour assister à ça et qui comptent sur moi pour les level up, pour, faire que, leur vie va être différente. Leur vie Mmh. professionnelle va changer de couleur et vont faire que, bah, ils vont devenir vraiment bien meilleurs, plus faciles et mon goal ultime, c'est qu'ils deviennent encore meilleurs que moi, tu vois? Vraiment, OK. vraiment, vraiment, tu vois? Parce que je sais que tout n'est pas bon dans ce que je fais et que le meilleur truc que je pourrais transmettre, c'est à quel point je leur donne des ingrédients et comment eux, ils créent cette recette, tu vois? Ouais, et c'est ça, moi, qui m'intéresse, de voir la recette qu'ils vont me sortir avec ce que je vais leur donner comme ingrédient. C'est ça qui m'intéresse, tu vois? Et c'est ce qui va faire que je vais être ultra alerte sur l'après plus que sur le pendant la formation. OK. Et pourquoi ce nom Fury? Fury parce qu'à la base, Fury Riot, OK. et ça a toujours été un pseudo chez moi qui date de putain, je vais faire vieux en disant ça, qui date de Counter Strike. Je sais pas si tu as connu? C'est Je un connais de jeu, nom, je voilà, connais de nom. c'est un jeu sur l'ordi, qu'on pratiquait à l'époque, quand on était jeune et on faisait ce qu'on appelait des LAN. Alors OK. c'était, des rassemblements dans la Ouais, même c'est pièce ça. finalement où tu connectais tous les ordis J'en ai entendu parler de ça. et tu te retrouvais, bah, tu sais, dans des espèces de coffee shop, quoi, Mmh. où en fait, c'était la réunion du n'importe quoi. Tu étais là, tu avais 12 ordis, qui consommaient que le diable, qui laguaient, qu'ils en pouvaient plus, des pixels gros comme ça Ouais. sur les écrans, des écrans grands comme ça avec des vieilles souris filaires dégueulasses, les mecs clopent au bec et tout, ça puait la mort là-dedans et ça, j'y ai passé des heures, tu vois? Et c'était un de mes pseudos, Fury. Ah Voilà. OK, d'accord. Donc du Et ça coup, vient de et ça là, vient de là, ouais, ouais. J'avais 15 ans peut-être. Ouais, c'est incroyable. ouais, j'avais une quinzaine d'années, et j'adorais jouer à Counter Strike, les premiers, tu vois? Le 1.4, 1.6, s'il y a des vieux qui regardent ce podcast, et bien, ils vont tomber sur des vieux souvenirs de la Madeleine de Proust pour eux, tu Ouais. vois? Et ben voilà, ça vient de là. Comment tu définirais de réussir ta vie? Ce serait quoi pour toi: «J'ai réussi ma vie»? Oh, waouh! Hem, Être capable de regarder dans le rétro en ayant le plus de sourire possible. Ouais, OK. tu vois? D'avoir eu parce que tu as pu véhiculer ou ce que tu as pu être, le souvenir de gens qui te sourient en face de toi. Avoir réussi à me complaire dans l'avoir et non pas dans «je pourrais avoir». Tu vois? OK. Un peu se satisfaire de ce que tu as, tu vois? Et de ce qu'on t'a offert, de ce qu'on t'a mis sur ton chemin, peu importe, les facilités ou les difficultés. Juste dire: «Ben, voilà, j'ai tout ça, j'ai vécu simplement, j'ai vécu honnêtement, j'ai vécu, heu, avec le plus de bienveillance possible malgré le fait que j'ai subi beaucoup de malveillance», tu vois? OK. Réussir à changer ce dogme de, «J'ai subi ça, du coup je vais renvoyer ça», tu vois? Essayer de briser ces chaînes-là perpétuelles de, «Ah oui, mais vous comprenez, il a subi ça, alors du Mmh. coup c'est normal qu'il soit comme ça». Je suis d'accord et pas d'accord et je suis très souvent pas d'accord. Très belle définition. Je sais pas, mais en tout cas C'est ta définition. ouais, exactement. C'est ma définition, elle je pense pas qu'elle changera, tu vois? C'est vrai que, ce que je définis comme étant une réussite ou pas une réussite, heu, j'arrive pas à le changer selon mon mindset.
OK. Tu vois, j'arrive pas à me dire, bon, ben voilà, là, maintenant, je suis entrepreneur depuis des années, j'ai envie de mon premier million, tu vois? Non. Tu vois, c'est Ouais. même pas une quête, en fait, et de surcroît, tu vas comprendre que des gens ont des compétences qui peuvent, toi, t'être utiles Mmh. derrière et ils vont t'aider. Un peu comme, tu vois, enfin, moi, j'ai ressenti ça et c'est pour ça que j'ai un amour immodéré pour la Corse. J'ai ressenti ça dans les villages, tu vois? Dans les OK. villages et dans les relations sociales en Corse, on a tous à s'apporter les uns les autres, tu vois? Et c'est vrai que, on fonctionne tous plutôt sur le service rendu que sur l'argent donné. En Corse, c'est ça, OK. en fait. OK. Et tu te rends compte que c'est ultra sain et Mmh. que, même s'il y a certaines dérives, évidemment, tu te rends compte que, tu tisses du lien qui est monstrueux avec ces gens-là. Tu vois? Moi, je me lève pas il y a pas une seule fois le matin où je me lève pas en pensant à la Corse, tu vois? En OK. pensant à ces gens que j'ai quittés, tu vois? Je pourrais en pleurer, tu vois? Mais, ouais, ça a toujours été ça, tu vois? En Corse, tu as besoin de quelque chose ou même si tu as pas besoin, Mmh. c'est ça qui est fou, OK. tu vois? Heu, on l'a peut-être pas, mais on va te trouver une solution. OK. Tu vois ce que je veux dire? C'est factuellement, je l'ai peut-être pas dans ma poche et je vais peut-être pas Mais te je le vais donner là trouver de la main à la quelqu'un main, ou mais je vais mettre les moyens en place pour essayer de te le trouver, tu vois? Et OK. rien que le fait de cette action-là, pour moi, ça fait toute la valeur de ce peuple, tu vois? Mmh. Parce qu'ils ont ce caractère, cette singularité, cette manière d'être, ce savoir-être extrêmement respectueux et altruiste qui va faire que, pour moi, ils m'ont marqué à vie, quoi. OK. Il y a pas à chier. Ça, c'est ouf.